Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons faire l'application dédiée à la multicollinarité. Donc on va considérer donc la base de données performance.txt. Donc nous avons nos variables usuelles, à savoir la performance des élèves qu'on note perf, le nombre d'élèves dans l'établissement qu'on note NBR, la proportion d'étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas la langue de travail PCT étrange, la proportion, excusez-moi, d'enseignement titulaire PCT titu, la proportion d'élèves dont la restauration est subventionnée PCT subv, et la proportion d'élèves dans leur première année au sein de l'établissement que nous notons PCT nouveau. Donc comme vous avez l'habitude, donc comme d'hab, on va importer nos packages de notre notebook en première cellule. Donc nous allons importer le package Panda, donc qui va nous permettre d'importer nos données. Ensuite, on va importer nos différentes librairies pour faire nos statistiques descriptives. Donc notamment la librairie matplotlib, matplotlib.pyplot. Et donc de la librairie matplotlib, on va importer CM. Ensuite, on va importer le package Seaborn qui aura pour label SNS. Ensuite, on va importer notre package favori, donc pour les applications économétriques, donc statsmodel.api. Et ensuite, de statsmodel, stats outlier et influence, on va récupérer donc la fonction variance inflation factor as vif. Et enfin, comme on voudra peut-être manipuler des arrays ou des matrices, on va importer le package NumPy avec comme label NP. Donc nous allons passer maintenant à l'importation des données à proprement parler. Donc comme d'habitude, nous spécifions le chemin du fichier. Nous importons le fichier en utilisant la commande, la fonction readCSV du package Panda. Nos données sont stockées dans un data frame nommé df. Le séparateur, donc c'est une indentation. Ensuite, on va vérifier que nos données sont correctement importées. Donc soit vous imprimez, soit vous demandez, excusez-moi, à Python de vous afficher la première colonne, soit de vous afficher les premières lignes de votre data frame. Ok? Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons définir les variables explicatives et la variable expliquée. Ok? Donc, comme précédemment, donc comme dans la vidéo dans laquelle nous traitons des MCO. Donc, on sait que l'endogène c'est la variable perf et que les variables exogènes ce sont les autres variables. Ok? Donc, perf est l'endogène et de subvention à NBR, donc ce sont nos variables, explicatives. Ok? Donc c'est comme lorsque nous voulions estimer par MCO. Donc on a Y, donc l'endogène, donc qui est égal à la variable perf du data frame. Ensuite, dans DF, on récupère plusieurs variables. Donc on va récupérer la variable subvention, étrange, nouveau, titulaire et nombre. Ensuite, étant donné qu'on veut avoir une constante dans notre modèle, on va utiliser la fonction addConstante du package statsModel qui va nous permettre de rajouter à x une première colonne remplie de 1. Donc dans cette application, ce qui nous intéresse, c'est voir est-ce qu'il y a une collinarité entre nos différentes variables explicatives. Donc nous allons examiner le problème de collinarité dans la relation qui lie la performance aux variables explicatives, donc en calculant les corrélations linéaires entre nos variables explicatives, les statistiques de variance inflation factor, les indices de conditionnement et les proportions de variance. Donc on a tout d'abord notre x, euh, qui est tout simplement un data frame. Donc on va faire x.core pour voir la corrélation entre nos différentes variables explicatives. Donc on a subvention, la proportion d'étudiants étrangers qui ne parlent pas la langue. Donc c'est, excusez-moi, la proportion d'étrangers ne maîtrisant pas la langue de travail, c'est ça? Le nombre d'étudiants dont c'est la première année dans ce lycée, le nombre d'enseignants titulaires et ensuite NBR, donc c'est la proportion, donc NBR, excusez-moi, nombre d'élèves dans l'établissement. Donc on regarde la corrélation, donc on voit tout d'abord qu'il y a une corrélation forte entre le nombre d'étrangers qui ne maîtrisent pas la langue
d'apprentissage et les subventions. Ensuite, les autres corrélations sont plus faibles, 0, quasiment 0. Ensuite, la corrélation relativement élevée, c'est entre le nombre d'étrangers et le nombre de profs titulaires. Donc, moins 0,48. Donc, au vu de cette table de corrélation, donc en fait, on peut supposer que la collinarité provient du lien entre subventions et étrangers, donc entre le montant enfin, la proportion d'élèves subventionnés, le pourcentage d'étudiants ne maîtrisant pas la langue, parce que c'est entre ces deux variables qu'il y a une corrélation la plus forte. Ensuite, ce que l'on constate également, c'est que Python donc, ne nous fournit pas le résultat de la corrélation avec la constante. Donc lors du calcul du vif, ce que nous allons faire, donc on va faire une autre représentation. Donc lors du calcul du vif, nous allons inclure la constante afin de voir est-ce que la constante est à l'origine de la collinarité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre visualisation des données. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une heatmap. En fait, une heatmap, c'est ça et ça vous permet de représenter tout simplement les corrélations en fonction des couleurs, en fonction d'une palette de couleurs. Donc vous allez utiliser la heatmap lorsque vous avez un grand nombre important de variables, parce que visuellement, vous allez voir rapidement quelles sont les variables qui sont fortement corrélées entre elles. Donc, on va utiliser le package NumPyPlot, donc que vous avez qu'on a ici, donc on a labellisé PLT, qu'on va faire plt.rc_params, donc ce qui va nous permettre en fait de modifier les paramètres par défaut de Matplotlib. Donc là on va changer la taille de notre figure. Ensuite, on va définir les variables que l'on veut utiliser pour représenter la heatmap. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas considérer la constante. Ok? Parce que la constante, on n'arrive pas à obtenir sa corrélation avec les autres variables. Donc, on a lvar corrélation. Donc c'est la corrélation entre nos différentes variables. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les variables excepté donc la constante. Donc on a var for var in. Donc on utilise une boucle. Donc on va créer donc la variable var. Donc pour les variables qui se situent dans la liste de x. Donc liste de x, donc c'est l'ensemble des variables qui sont dans x. Sauf si les var, donc si var est donc point d'exclamation égal, donc différent de la constante. Donc ce qui va me permettre en fait de récupérer toutes les variables sauf la constante. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer à Python que je veux la corrélation donc entre que je crée une variable core qui n'est rien d'autre que la corrélation entre chacune de ces variables. Donc c'est ce que je fais ici. Donc j'ai x, crochet lvar correlation.core. Donc j'applique la corrélation à chacun des éléments. Donc je veux la corrélation entre x et chacun des éléments de lvar correlation. Donc ensuite, ce que nous avons, c'est qu'on va définir les axes. Donc on a f à x, donc qui va nous permettre de définir notre axe. Ensuite, on a subplot adjust. Donc en fait là, on va pouvoir donc spécifier tout simplement le top, donc le haut du graphique, le bas du graphique, l'espace horizontal. Ensuite, on a l'option, ensuite on a encore d'autres options. Donc là, on va définir une nouvelle couleur. Donc là, la nouvelle couleur, donc nous allons la définir. Alors avec la commande, donc la commande cm, donc juste ouais, donc c'est une fonction donc du package myplot excusez-moi j'ai du mal là, du package matplotlib, excusez-moi. Donc on spécifie la couleur et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement utiliser la fonction heatmap du package suivant, donc du package Seaborn. Ok, donc c'est Seaborn as SNS. Donc on va importer cela. Donc on a la heatmap, donc on doit lui indiquer quelles sont les données. Donc c'est-à-dire là c'est
core, donc les données qu'on utilise pour faire l'heightmap. CMap, donc c'est pour C c'est pour color et map c'est pour la carte, donc la couleur de notre heatmap. Center égale 0, donc c'est pour indiquer la valeur à laquelle il faut centrer la colonne. Square égale true, donc c'est pour spécifier à Python que chaque cellule soit de forme carrée. La vmin, donc c'est la valeur, c'est la borne inférieure pour la palette de couleurs. Et line whites, ce n'est rien d'autre que l'épaisseur des lignes qui séparent chacune des cellules. Donc ce que vous avez ici. Donc c'est à vous vous pouvez fixer cette épaisseur si vous le souhaitez. Et donc vous obtenez cette heatmap en indiquant à Python de l'afficher avec la commande plt.show. Donc ce que vous voyez, c'est qu'on voit donc sur la diagonale c'est que des 1, donc vous avez du rouge foncé. Ensuite, la corrélation elle était relativement forte entre étrangers et subventions. Donc vous avez un rouge relativement foncé. Ensuite, entre nouveau et subvention, donc ici et ici, la corrélation relativement faible. Donc nous avons une couleur rose, donc qui s'approche de 0. Ensuite, entre titulaire et subvention, on avait une corrélation qui était assez forte. Donc de l'ordre de moins 0,50. Donc on a un bleu assez foncé. Et on a un bleu plus pâle, par exemple, entre donc titulaire et nombre, donc parce qu'il y a une corrélation faible. Donc en fait, la heatmap, ça vous permet un peu de diversifier la présentation de vos données, rapidement, visuellement, de voir rapidement et visuellement tout simplement vos corrélations. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va pousser notre analyse de collinarité un peu plus loin. Donc pour ce faire, on va utiliser donc pour ce faire, on va utiliser le VIF, donc le Variance Inflation Factor. Et si vous vous souvenez bien, donc plus le VIF est grand, plus la variable concernée va avoir tendance à accroître la variance du modèle, enfin la variance associée à la variable. Enfin, plus votre VIF est élevé, excusez-moi, plus vous avez une forte présomption de collinarité. Donc là, on va vous montrer comment on calcule le VIF. En fait, on va faire une boucle dans laquelle à chaque passage, on va calculer le vif des variables explicatives. Donc, on a for n in range, ok, donc on va créer une boucle, ok. Donc range, donc on va spécifier donc à Python que on veut aller donc n, donc c'est le nombre de colonnes et donc on va lui indiquer qu'on veut aller de 0 à n-1, ok. Donc on va de 0 à n-1 et donc ce qu'il doit faire c'est printer le texte suivant et ensuite on a la fonction donc list xn, donc pour chacune des variables de x il va récupérer chacune des variables de x tour à tour dans la boucle et il va afficher et il va calculer le vif. Donc le vif, donc c'est le vif, donc c'est la variance inflation factor, donc qu'on avait labellisé as vif, donc il va calculer le vif, et en fait pour calculer le vif, il faut qu'on indique à Python que on a un fichier, qu'on a des données qui sont au format NumPy, ok? Parce qu'en fait la commande vif ne va pas marcher lorsque l'on a un data frame, donc c'est ce qui est écrit ici. Donc on va faire x.values, donc .values va nous permettre de convertir notre data frame, d'accord, en NumPy array. Donc on fait ça. Et ensuite, on va calculer le vif de la énième colonne. Donc c'est le virgule n. Donc en fait, on va passer dans chacune des colonnes de x tour à tour et on va calculer le vif associé à chacune des variables. D'accord? Et donc ensuite, on lui demande de print. Donc là, on va voir le vif de nos différentes variables. Donc pour subvention, le vif est de 3,35, 3,21 pour étranger, 1,23 pour nouveau, Titu 1,53, NBR 1,33. Et donc on voit que le vif pour ces différentes variables est relativement faible, alors que le vif pour la variable constante est très très élevé, donc supérieur à 80. Donc il semblerait que la principale source de multicollinarité provienne de la constante. Donc il serait intéressant d'estimer le modèle sans la constante
pour casser la collinarité, mais il faut qu'on fasse attention à cela parce que cela va affecter l'interprétation du R carré, donc du coefficient de détermination. Donc on va maintenant passer à l'indice de conditionnement. Donc pour corroborer nos suspicions ou non de collinarité, on va mener un calcul du nombre de conditionnements. Donc on va commencer par tout simplement prendre les valeurs de x sous la forme d'un array. Donc norme x c'est x.values. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une boucle où on doit normaliser chacune des variables. Parce que si vous vous souvenez, les indices de conditionnement, on va avoir besoin de normaliser les variables, donc de les diviser par leur norme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser l'ensemble des variables, mais on ne veut pas normaliser la constante. Donc, on a une boucle for i nem, donc une boucle qui va s'appliquer aux deux variables locales i et nem. Enumerate x, donc c'est-à-dire qu'avec la fonction enumerate, on va passer la boucle dans chacune des variables de x. Donc si le nom est if name égale constante, donc si en gros la colonne de x est constante, on va continuer. Donc la suite de l'opération ne va pas s'appliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer la norme de ce qu'on va calculer, excusez-moi, oui. Donc c'est x, donc la matrice, donc la colonne x qu'on va normaliser. Donc on doit faire norme x de point i, ok. Donc x nem, donc là c'est-à-dire qu'on va diviser la matrice x par sa norme. Donc c'est pour avoir la norme d'une matrice, on va utiliser la fonction linalg.norm, donc du package numpy, qu'on applique à xnem, donc à la matrice, donc à chacune des colonnes de la matrice x. Donc je fais x divisé, donc une colonne de x divisée par sa norme, et j'ai donc la norme de x, d'accord? Et ensuite, ce que je dois faire, c'est calculer le produit de x'(x) où x est la matrice normalisée. Donc c'est ce que j'utilise pour calculer mes indices de conditionnement. Donc on va noter ce calcul norme xtx, donc c'est np dot, donc pour indiquer qu'on utilise la fonction dot du package numpy, donc qui va en fait nous permettre de faire le produit matriciel, excusez-moi, de la transposée de la norme donc de la transposée de la matrice normalisée x, donc le x' multiplié par x. Donc là, on obtiendra notre produit x'(x) où x est la matrice normalisée. En fait, on peut même mettre un x étoile, ok, où x étoile est la matrice x normalisée. Ensuite, nous avons calculé et stocké les valeurs propres dans un objet eggs, ok, donc eggs. Donc en fait, on va utiliser la fonction eggvals. Donc en fait, eggvals c'est pour eigenvalues, soit valeur propre, donc en français. Donc et en fait, on va indiquer à Python qu'on veut calculer les valeurs propres de la matrice x étoile prime x étoile. Donc de la matrice, euh, x'(x) mais normalisée. Donc on récupère les valeurs propres qu'on stocke, excusez-moi, dans l'objet EIGS, donc eggs. Ensuite, on va calculer le nombre de conditionnements. Donc, pour calculer le nombre de conditionnements, on va faire le ratio entre la valeur propre maximale, donc eggs.max. Donc, point max, donc ça va nous permettre de récupérer la valeur maximale, la valeur propre maximale, qu'on va diviser par la valeur propre minimale, et on va prendre la racine carrée de ça. Donc ça, c'est le calcul du nombre de conditionnements, ok? Et donc on va print le résultat du nombre de conditionnements, donc print condition number, et on voit qu'on a un nombre de conditionnements qui est égal à 26. Donc en se fiant à notre règle de décision, ce nombre de conditionnements est compris entre 10 et 30. Donc on a une moyenne à faible présomption de collinarité
Donc, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est tester plusieurs régressions et voir comment cela affecte les résultats, puisque grâce à cela, on va réussir en fait à voir est-ce que cela va affecter nos résultats et diminuer la présence de collinarité ou pas. Donc, pour résumer, vous devez faire des corrélations entre vos variables explicatives, voir si elles sont fortement corrélées entre elles, passer par le vif et passer par les indices de conditionnement pour conclure quant à la présence de multicollinéarité. Donc je vous remercie pour votre attention.